Vous êtes sur Europe 1. Il est pile 22h. Le journal du soir, Isabelle Millet, bonsoir. Bonsoir à tous et voici les titres de votre journal. Avec une confirmation ce soir de la ministre Agnès Buzyn, à la veille de la présentation du plan santé, le numerus clausus sera bien supprimé en 2020 pour les études de médecine. Il limite le nombre d'étudiants admis en deuxième année. Il affirme qu'il est innocent, le gendre d'Hélène Pastor, soupçonné d'avoir commandité le meurtre de sa richissime belle-mère monégasque. Son procès et celui de ses complices présumés s'est ouvert aujourd'hui à Aix-en-Provence. La maltraitance animale, plusieurs salariés d'un abattoir des Pyrénées-Atlantiques jugés depuis ce matin, dénoncés par les vidéos chocs de l'association L214. Les élèves de CP et de CE1 passent cette semaine leurs évaluations alors que les profs viennent d'apprendre qu'on va tailler dans les effectifs. Le geste du nouveau patron d'Air France KLM, certains ont dit qu'il gagnait trop. Eh bien, il va réinvestir la moitié de son salaire fixe dans l'entreprise. Et puis les états d'âme politiques, à droite comme à gauche, à la mairie de Paris, le bras droit d'Anne Hidalgo, Bruno Julliard, claque la porte, tandis que la députée La République En Marche des Hauts-de-Seine, Frédérique Dumas, change de camp. Elle choisit de rejoindre l'UDI. La météo, l'été joue les prolongations, nous dira Elena Morna. Et puis votre rendez-vous tous les soirs à 22h20, l'interview écho d'Emmanuel Dutheil, qui reçoit ce soir le patron de chauffeur privé Yann Ascouette. Europe 1. C'est un procès qui doit durer plus d'un mois devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence, celui de 10 hommes impliqués dans la mort de la milliardaire monégasque Hélène Pastor. C'était en 2014, elle avait été abattue dans sa voiture avec son chauffeur. Son gendre, soupçonné d'être le commanditaire, est dans un premier temps passé aux aveux avant de se rétracter. Je répondrai à toutes les questions, a-t-il dit à l'ouverture de ce procès que vous suivez pour Europe 1. Nathalie Chevance. Nathalie, qui est vraiment cet homme ? Eh bien, il se présente dans le box amaigri, mais encore avec une certaine élégance, costume sombre, cravate et chemise blanche. Janowski, 69 ans, gérant de société qui n'a jamais brillé professionnellement, qui a accumulé les dettes, qui n'a jamais hérité de rien et qui a partagé la vie de la fille d'Hélène Pastor, Sylvia, sans jamais réussir à l'épouser. C'est cet homme, au casier judiciaire vierge, qui se retrouve soupçonné d'avoir voulu faire éliminer sa belle-mère pour empocher le magot. Lui qui n'a jamais été apprécié au sein du clan Pastor, plutôt méfiant envers Janowski, qui aimait mener grand train grâce aux 500 000 € versés chaque mois par Madame Pastor à sa fille. Mais visiblement, ce n'était plus suffisant pour lui qui vivait dans la crainte de se faire rejeter un jour par cette famille et donc de tout perdre. Un homme qui souffre d'un pathologique sentiment d'infériorité, manipulateur aussi. Tout à l'heure dans le box, Janowski a répété qu'il était innocent et qu'il n'avait commis aucun crime. Nathalie, est-ce qu'on sait comment il s'y est pris pour faire assassiner sa belle-mère ? Eh bien, il s'est servi de son coach sportif Pascal Doriac, impressionné par la fortune Pastor et par Janowski, à qui il ne pouvait rien refuser. Doriac aurait alors fait recruter une équipe pour organiser l'assassinat d'Hélène Pastor. À la clé, il y avait une enveloppe de plus de 200 000 €, mais ce ne sont pas des professionnels du milieu qui ont été choisis, mais 2 jeunes Comoriens issus des quartiers marseillais, des petits délinquants qui n'avaient pas le profil de tueurs à gages, des pieds nickelés qui ont laissé derrière eux toute une série d'indices, leurs empreintes notamment sur un gel douche dans une chambre d'hôtel. Bref, les enquêteurs sont rapidement remontés jusqu'à eux et jusqu'à Janowski qui, pendant 5 semaines, va croiser le regard triste et dur de Sylvia, la fille d'Hélène Pastor, anéantie, qui dans cette affaire a perdu sa mère, mais aussi l'homme qu'elle croyait connaître, avec qui elle a partagé près de 30 ans de sa vie. Nathalie Chevance pour Europe 1 à la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Et puis vous savez qu'il y a un autre procès qui a débuté ce lundi à Pau, celui de la maltraitance animale dans un abattoir de Mauléon dans les Pyrénées-Atlantiques. 3 salariés et l'ancien directeur comparaissent. Comme pour les précédentes affaires, c'est l'association L214 qui a pointé ces cas de maltraitance et qui les a filmés. Des films visionnés lors de l'audience aujourd'hui, Benjamin Peter. Oui, immédiatement, la salle qui était pleine de militants de la cause animale d'un côté, d'éleveurs, d'habitants de Mauléon de l'autre. Immédiatement, bien, cette salle s'est plongée dans le silence. Et sur l'écran, bien, c'est les temps modernes de Chaplin qu'on a vus, des salariés dépassés par le flux de la chaîne, des centaines de bovins et d'agneaux qu'il faut étourdir et saigner, des animaux qu'on pousse avec un aiguillon, des agneaux qu'on tire par les oreilles, qu'on fait avancer à coups de pied. On voit aussi des animaux pas ou pas assez étourdis qui se débattent avant d'être égorgés. C'est très pénible à regarder. Et à la barre, les salariés le disent tous, ils devenaient des machines à quelques jours avant Pâques, la période la plus chargée de l'année. Il suffit de quelques arrêts maladie, 3 dans ce cas précis, pour tout dérégler, que les cadences deviennent infernales. Il renvoie en fait la responsabilité à la direction.
Et ce qu'on retient finalement de cette première journée d'audience, c'est qu'aussi surprenant que ça puisse paraître, on a une salle divisée avec des militants, des éleveurs, deux mondes qui ne se comprennent pas du tout, mais qui finalement disent la même chose, c'est que ça se passe comme ça dans un abattoir. Quand on travaille avec le vivant, il peut y avoir des accidents, il peut y avoir des aléas, et que si on veut bien manger de la viande, il faut quelque part en passer par là. Benjamin Peter à Pau pour Europe 1. Un suspect interpellé dans l'affaire de la disparition près de Strasbourg d'une étudiante de 20 ans. Sophie Le Tan n'a pas donné signe de vie depuis le 7 septembre alors qu'elle était partie visiter un appartement à Schiltigheim. Selon le journal Les Dernières Nouvelles de l'Alsace, le suspect serait un homme de 58 ans qui a été interpellé samedi soir. L'État condamné pour déni de justice dans l'affaire d'une petite fille violée chez ses parents. Ces derniers avaient hébergé un homme dont ils connaissaient pourtant les antécédents de pédophilie. Celle qui est aujourd'hui devenue une jeune femme a donc fait condamner l'État, mais elle a échoué à obtenir réparation pour faute lourde. Isabelle Millet sur Europe 1. Merci d'écouter Europe 1, il est 22h05 et une confirmation donc ce soir de la ministre Agnès Buzyn à la veille de la présentation du grand plan santé par Emmanuel Macron. Le numerus clausus sera bien supprimé en 2020 pour les études de médecine. Il limitait jusqu'à présent le nombre d'étudiants admis en deuxième année. Le gouvernement veut ainsi répondre au manque de médecins sur le territoire et diversifier aussi leur profil. Et puis autre annonce, la création de 4000 postes d'assistants médicaux qui seront financés dès l'an prochain afin que les médecins libéraux puissent réaliser davantage de consultations. Ces assistants auront pour mission, par exemple, de décharger les médecins des tâches administratives ou encore de certains actes simples comme la prise de tension ou de température. 1800 postes supprimés cette fois dans l'éducation nationale, dans le secondaire l'an prochain, principalement des enseignants. Jean-Michel Blanquer annonce vouloir recourir aux heures supplémentaires pour compenser la baisse des effectifs et ne pas surcharger les classes. Inacceptable, disait à la mi-journée sur Europe 1 Bernadette Groison de la FSU. À propos d'éducation, c'est aujourd'hui qu'ont débuté les fameuses évaluations pour plus d'1 600 000 élèves de CP et de CE1. C'est une série de tests en français et en mathématiques, les mêmes dans chaque école. Initiative qui agace plutôt les syndicats des enseignants. Certains sont très critiques et jugent ces évaluations inadaptées. Alors Virginie Salmen, vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1. De quoi s'agit-il au juste ? Un exemple d'exercice de CE1, l'élève reçoit une page sur laquelle il y a 60 rectangles. Dans chacun de ces rectangles, il y a écrit deux nombres, par exemple 54 et 51. Et voici la consigne résumée par la vidéo mise en ligne par le syndicat de profs du primaire qui appelle au boycott. La consigne est, dans chaque rectangle, barre le nombre le plus grand. Voilà l'un des problèmes pour le SNUIPP. En classe, toute l'année, on apprend aux élèves à entourer la bonne réponse. Et là, subitement, les règles changent, il faut barrer la mauvaise. De manière générale, il y a trop de pièges qui vont mettre les élèves en situation de stress, comme ce texte à lire seul avant de répondre à des questions. Un texte qui parle de cycle, de sommeil paradoxal, de glandes pinéales, d'hormones et de mélatonine. De qui se moque-t-on ? Les instituts plutôt optimistes que j'ai interrogés trouvent ces tests difficiles, mais certains estiment carrément que la majorité de leur classe sera en situation d'échec et que ces tests pourront les suivre toute leur vie. Le ministre Jean-Michel Blanquer balaie ces critiques. Pour lui, ce sont des évaluations de pointe très bien conçues par le conseil scientifique qu'il a mis en place, probablement, dit-il, parmi les meilleurs du monde. Les précisions de la spécialiste éducation d'Europe 1, Virginie Salmen. Le nouveau directeur général d'Air France KLM a pris ses fonctions aujourd'hui. On sait que son arrivée ne fait pas l'unanimité. Cet été, le montant dévoilé de son salaire, plus du triple de celui de son prédécesseur, avait créé la polémique. Conscient d'arriver en zone de turbulence, le nouveau boss, Benjamin Smith, a donc annoncé aujourd'hui qu'il allait faire un geste conséquent. J'ai déjà fait un investissement personnel en m'installant avec ma famille en France. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire un autre en investissant la moitié de ma rémunération fixe dans le capital d'Air France KLM. C'est une manière d'afficher ma confiance dans notre futur succès. Le nouveau patron d'Air France KLM et la réaction ce soir sur Europe 1 de Christophe Maloggi, secrétaire général de Force ouvrière chez Air France. Le fait qu'il souhaite investir la moitié de sa part fixe de rémunération dans des actions Air France, c'est tout à son honneur. Le fait de le faire quand elle est à 8,64 €, c'est pas non plus un risque énorme qu'il prend, puisque voilà, c'est pas la valeur réelle de l'action.
Et s'il mène à bien notre entreprise vers le top des entreprises du transport aérien, je pense que voilà, il retrouvera un jour la récompense de cet investissement. Et les salariés qui aujourd'hui demandent 5,1% d'augmentation salariale, eux n'ont pas les moyens de pouvoir dire aujourd'hui ces 5,1%, je les envoie dans des actions Air France. C'est vraiment pour nous, c'est vraiment pour le pouvoir d'achat. Donc voilà, c'est un geste fort, mais ce n'est pas non plus un geste plus engageant à notre sens. Christophe Maloggi, secrétaire général de Force ouvrière chez Air France, il était avec Aurélien Fleureau d'Europe 1. Il est 22h10, actualité politique très riche également ce lundi, avec des couacs en série au sein de la majorité. Après l'épisode de la redevance, vous savez, la ministre de la Culture qui avait dit qu'elle envisageait de l'élargir aux supports autres que la télé avant que Matignon ne démente. Il est question cette fois de la fiscalité des successions. Vendredi, le patron de La République En Marche disait vouloir réfléchir à une réforme de cette fiscalité. L'opposition est immédiatement montée au créneau et cet après-midi, recadrage de l'Élysée. Emmanuel Macron exclut formellement de modifier les droits de succession sous sa présidence. La majorité qui doit aussi faire face à des critiques en interne et même à un départ, celui de la députée des Hauts-de-Seine, Frédérique Dumas, qui choisit de rejoindre l'UDI. Elle ne se retrouve plus dans la politique du gouvernement. Elle s'en est expliquée ce soir au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Elle assure qu'elle a été d'ailleurs soutenue dans cette démarche. De manière générale, en fait, les messages, les réactions sont vraiment très sympathiques et très positives. Tout le monde me dit tu as dit des choses qu'on pense tout bas. La plupart n'ont pas envie de quitter La République En Marche ou le groupe. Et moi, je n'ai... Même s'ils pensent comme vous qu'il y a des dysfonctionnements. Oui, en plus, moi j'ai pris vraiment une décision. Alors, c'est vrai que c'est une décision politique, mais c'était une décision intime et personnelle, qui était le fruit, évidemment, d'un long processus d'inquiétude, de préoccupation, etc. La meilleure métaphore de tout ça, c'était effectivement le Titanic. Mais donc, qui conduit ce bateau ? Non, mais il y a un capitaine, c'est le Premier ministre. C'est Édouard Philippe. Tiens, oui. Ce n'est pas le président Emmanuel Macron qui conduit le bateau France. Le président a une vision, a des objectifs, il conduit une transformation, c'est celle auquel on a tous adhéré, et il a absolument ma confiance là-dessus, je souhaite qu'il réussisse, mais il y a quelqu'un qui exécute. Le Titanic, il y a eu un commanditaire, et puis il y avait quelqu'un qui était le capitaine. Frédérique Dumas, invité de Sonia Mabrouk ce soir sur Europe 1, et c'est dans ce contexte que se déroulera demain l'élection du successeur de Richard Ferrand à la tête des députés La République En Marche. 4 hommes, 4 femmes, aucun nom qui ne se dégage vraiment. Difficile de dire qui sera le nouveau patron du groupe majoritaire. Et la majorité, justement, n'a pas le privilège des couacs, des portes qui claquent. Bruno Julliard n'y croit plus et il ne veut plus faire semblant. Le premier adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris démissionne. Il s'en explique ce soir dans le journal Le Monde. Il dénonce l'inconstance de la maire, ses méthodes de gestion, son opportunisme, son manque de dialogue et d'écoute. Un départ pour provoquer un sursaut, espère-t-il. Écoutez la réaction ce soir du communiste Yann Brossa, adjoint au logement. Il y a des propos extrêmement violents qui sont tenus par Bruno Julliard. Je le regrette parce que je pense que notre majorité municipale n'avait vraiment pas besoin de propos pareils. Simplement, Bruno Julliard, depuis quelque temps, faisait entendre une petite musique qui était difficilement compatible avec la politique municipale menée par notre majorité. Il s'était par exemple opposé de manière très violente à la mise en place de la gratuité du pass Navigo pour les seniors. Il n'était pas favorable à notre politique en matière de logement social, donc il en tire les conséquences. Lui souhaite manifestement une alliance avec les macronistes et avec La République En Marche. Il a tenté de convaincre Anne Hidalgo sur cette question, il n'y est pas arrivé. À mes yeux, tant mieux. Et en tout cas, il en tire les conséquences en partant. Yann Brossa, adjoint au logement à la mairie de Paris, au micro Europe 1 de Virginie Riva. Anne Hidalgo prend acte de cette décision et nomme pour succéder à Bruno Julliard Emmanuel Grégoire, qui était adjoint au budget. Et puis l'ex-bras droit de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, de nouveau mis en examen, notamment pour corruption passive par les juges financiers chargés de l'enquête sur les fameuses accusations de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007. 22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1. Et à Strasbourg, une projection inédite dans un cadre lui aussi pour le moins inédit. Vous avez peut-être reconnu la musique du film culte L'Exorciste. Eh bien, ce film va être projeté dans une église. Et oui, une église protestante, sortie en 1973. C'est l'histoire d'une jeune fille possédée, l'un des grands classiques des films d'horreur, que les spectateurs pourront donc voir ou revoir dans cette église. Une initiative que valide tout à fait Christopher Correr. Il est le pasteur de cette église Saint-Guillaume.
Alors il y a effectivement des scènes dures, un peu gore, mais sur le fond, l'exorcisme est une pratique qui est attestée dans la Bible. Jésus pratiquait des exorcismes. Il s'agit là d'une pratique qui questionne. Mais ce que je retiens surtout de ce film, c'est la notion de don de soi. Je fais un lien avec l'Évangile selon Saint Jean qui dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. C'est bien ce qui se passe dans ce film. Il y a deux prêtres qui se donnent et qui laissent leur vie pour qu'une adolescente puisse retrouver la sienne. Le pasteur donc de l'église Saint-Guillaume de Strasbourg où sera projeté L'Exorciste. Il était au micro européen d'Arthur Mbaché. Un mot encore pour vous dire que les habitants de l'île d'Aix en Charente-Maritime sont privés d'eau courante depuis samedi. L'île d'Aix se situe en face du célèbre Fort Boyard. En cause la rupture d'une canalisation sous-marine, il faudra 2 ou 3 jours pour réparer les dégâts. Et puis en sport, demain on suivra le Paris Saint-Germain qui entre en lice en Ligue des Champions contre Liverpool. Le capitaine du club anglais promet une atmosphère électrique dans le stade mythique d'Anfield Road. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna. Elena, l'été n'en finit pas et ça n'est pas forcément une bonne nouvelle. Effectivement, de nombreux départements sont en alerte à cause de la sécheresse. On a battu des records du nombre de jours de chaleur, chaleur au-dessus de 25 degrés dans plusieurs villes de France aujourd'hui. Et puis, on attend de nouveaux records pour les prochains jours puisque ça ne va pas baisser d'ici vendredi. Alors, ce qui semble exceptionnel aujourd'hui sera malheureusement normal dans quelques années. On appelle ça le réchauffement climatique. Alors, en attendant, la nuit sera douce, de température souvent supérieure à 15 degrés et votre matinée sera ensoleillée. Un peu moins, c'est vrai, sur le nord-ouest sous les nuages. Nuages qui se décaleront l'après-midi vers les Ardennes, la Lorraine, l'Île-de-France, le centre et le nord du Massif central avec localement des averses orageuses, risque de grêle entre la Lorraine et le Massif central. À signaler des entrées maritimes sur le golfe du Lion et toujours quelques orages en fin de journée sur les reliefs des Pyrénées, des Alpes et de la Corse. Vos températures demain matin entre 9 degrés à Charleville-Mézières, jusqu'à 20 quand même déjà au lever du jour à Saint-Jean-de-Luz. Et puis l'après-midi, on attend 21 degrés à Brest et Boulogne-sur-Mer, 25 à Biarritz, 26 à Caen et Lille, 27 à Blois, à Bordeaux et Perpignan, 28 pour Paris, Toulouse, Marseille et Ajaccio. On aura 30 degrés à Charleville-Mézières, à Strasbourg, à Pontarlier, 32 à Lyon. Alors prochaine dégradation en vue vendredi et puis retour progressif aussitôt après, dès samedi, du soleil et de la chaleur pour le week-end. La météo signée Elena Morna sur Europe 1.